On démarre tout de suite avec l'actualité. C'est la visite très attendue du président de la République aujourd'hui à Agen. Emmanuel Macron présente son plan prison. Qu'en attendez-vous? C'est la une du Petit Bleu d'Agen, d'ailleurs. Aujourd'hui, un président très attendu. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre, malheureusement. Il y aura sans doute des effets d'annonce, mais finalement, sans doute rien de très concret. La situation carcérale en France, elle est dramatique. Moi, j'ai visité la prison de Fresnes il y a quelques semaines. Une surpopulation carcérale massive, plus de 200%, saturation totale. Il y a deux nécessités aujourd'hui. C'est faire en sorte qu'on ait une offre carcérale suffisante pour y accueillir, si je puis dire, tous les délinquants et criminels qui méritent d'être derrière les barreaux. Mais l'un des moyens de lutter contre la surpopulation carcérale, c'est évidemment d'en finir avec la présence massive d'étrangers dans nos prisons, en organisant des accords bilatéraux avec les pays d'origine pour qu'ils purgent leur peine dans leur pays. Dans la prison de Fresnes, pour prendre cet exemple concret, il y a 38% des détenus qui sont de nationalité étrangère évidemment, ça contribue très largement donc, à cette surpopulation carcérale. Est-ce que l'un des moyens, c'est pas aussi d'en finir avec le tout carcéral, Nicolas B? La philosophie du projet d'Emmanuel Macron, c'est que l'emprisonnement ne sera plus la peine centrale. Est-ce que vous souscrivez? Je trouve ça très inquiétant parce qu'on va toujours plus loin dans le laxisme. Déjà avec les lois Dati, ensuite avec les lois Taubira. On sait qu'aujourd'hui, jusqu'à 2 ans de prison ferme prononcée à l'audience, il y a plus de mandat de dépôt et il n'y a pas d'incarcération. Donc il y a des peines de substitution, notamment les bracelets électroniques, des aménagements de peine, mais on sait très bien que ça n'est pas suffisant pour protéger la société. Celui qui a égorgé le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, il était sous bracelet électronique. Il est évident que dans beaucoup de cas, ça ne permet pas d'appliquer la décision de justice, c'est-à-dire la privation de liberté pour celui qui a commis un délit ou un crime, ni de protéger de manière efficace les Françaises et les Français sur notre sol. Donc je crois qu'il faut en finir avec cette logique laxiste. Autre thème d'actualité, Nicolas B, la réforme de la formation professionnelle qui a été présentée hier par la ministre Muriel Pénicaud. Elle promet un Big Bang. Est-ce que, selon vous, la promesse est tenue? Je pense que c'est toujours pareil, c'est de l'affichage. Il y a la nécessité d'avoir des branches professionnelles qui soient bien structurées pour que la formation professionnelle corresponde aux filières où il y a réellement des débouchés. Et puis, il faut remettre l'apprentissage au cœur de la formation professionnelle, parce que c'est une vraie filière d'excellence. Sauf que tout le monde le dit depuis des années et que ça ne fonctionne pas. C'est où qu'est-ce qui bloque? Aujourd'hui, l'apprentissage, et notamment les travaux manuels, ont été, ces dernières décennies, totalement dévalorisés dans notre pays. Avec la il y a eu des plans sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, et il y a à chaque fois des blocs. Je pense que l'une des mesures à prendre, c'est d'ouvrir l'apprentissage dès 14 ans. Voilà. C'est-à-dire en finir avec la logique du collège unique, en finir avec la logique absurde d'une classe de 80% d'une classe d'âge au bac, parce que derrière tout ça, c'est beaucoup de jeunes qui arrivent au terme de leur étude sans aucune formation. C'est le principal verrou, selon vous? Oui, c'est un des obstacles. Oui. Mais sur cette réforme de la formation professionnelle, les syndicats dénoncent une réforme libérale qui menace les droits des salariés. Est-ce que c'est le cas pour vous? Je crois que d'une manière générale, Emmanuel Macron, toutes les mesures qu'il prend, ça consiste à déréguler, à supprimer toutes les protections économiques. Et c'est évidemment une dérive qui est très inquiétante. On le voit, on voit bien qu'il a une approche ultra-libérale, en effet, et il renonce à ce que l'État assume ses missions en matière économique. Et là, c'est un aspect essentiel. Aujourd'hui, non seulement l'État n'assume plus ses fonctions régaliennes, il n'assure pas la sécurité des Français, il ne protège pas nos frontières, mais il n'assume plus ses fonctions essentielles en matière économique, c'est-à-dire empêcher la concurrence déloyale, mettre en œuvre le patriotisme économique, ça c'est le rôle de l'État, aménager le territoire. Avec la réforme de la SNCF, on voit bien qu'on est dans la première étape vers une libéralisation totale et que, évidemment, l'État n'assume plus ses missions pour désenclaver certains territoires, les rendre attractifs économiquement. On veut supprimer, autant que faire se peut, toutes les lignes, les petites lignes, les lignes intermédiaires qui permettent justement de faire vivre l'égalité républicaine. L'égalité, ça consiste à faire en sorte que l'ensemble des citoyens, où qu'ils habitent, y compris dans les zones rurales, aient un minimum de socle de services publics dont ils doivent Édouard Philippe bénéficier. a dit qu'il y aurait justement une protection des petites lignes. Oui, mais ils le disent, mais en réalité, le rapport Duron, par exemple, explique très clairement qu'il faut supprimer des lignes, des qu'ils ne le suivraient pas sur ce thème-là. On c'est verra, le Premier mais ministre en qui réalité, le dit. aujourd'hui, ils veulent commencer par supprimer le statut de cheminot, parce que ce sera pour eux les la nouveaux première entrants. étape vers la libéralisation du rail. Leur modèle, c'est le modèle
C'est pas une bonne chose, ça, de supprimer le statut de cheminot pour les nouveaux entrants? Je pense qu'il aurait fallu réformer ce statut, mais pas s'engager dans la libéralisation totale du domaine ferroviaire, parce que c'est un domaine qui, par nature, est de la compétence de l'État. En Grande-Bretagne, ils ont libéralisé totalement. Le résultat, c'est qu'un ménage britannique, il consacre 14% de son budget, en moyenne, au transport en commun. Et pour vous, la réforme du ferroviaire engagée par Emmanuel Macron, ça va vers une privatisation? C'est le début d'une privatisation pour vous? Je crois que c'est la première étape vers la privatisation. Ils ne le disent pas pour ne pas effrayer les Français, mais c'est une dérive très inquiétante. L'État s'est totalement désengagé. C'est vrai d'ailleurs des petites lignes, uniquement au bénéfice du TGV. C'est vrai aussi en matière routière. Les autoroutes ont été, la gestion des autoroutes a été délaissée au profit de sociétés privées qui, avec un vrai scandale, les Français ont payé... C'était pas Emmanuel Macron, ça. Non, c'est vrai, mais ils continuent dans cette voie-là, avec le réseau secondaire qui n'est plus entretenu, et les autoroutes, eh bien, les Français les ont payées 3 fois. Une première fois avec leurs impôts, une deuxième fois avec les péages, et une troisième fois aujourd'hui avec les bénéfices que les hausses du prix des péages pour permettre à ces entreprises-là de faire des bénéfices. Oriane Mancini, la révision constitutionnelle. Oui, puisqu'Édouard Philippe débute aujourd'hui les consultations des présidents de groupes parlementaires sur cette révision constitutionnelle. Aucune rencontre donc prévue avec le Front National à l'agenda d'Édouard Philippe. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous souhaitez être consulté? La logique, ce serait quand même qu'un parti politique qui était présent au second tour de la présidentielle, qui a rassemblé dans toutes les élections souvent le plus grand nombre d'électeurs au cours des dernières années, soit consulté sur tous les grands sujets. Le fait d'utiliser comme critère l'existence d'un groupe parlementaire ne me paraît pas une bonne chose, parce qu'on a un mode de scrutin antidémocratique. Mais sur cette révision, quelles sont vos lignes rouges ? On est le seul pays en Europe à avoir un mode de scrutin exclusivement majoritaire qui prive presque totalement de représentation. Sauf que dans la révision constitutionnelle, il y a prévu l'introduction d'une dose de proportionnelle. Donc vous le soutenez, vous soutenez cette révision. Une dose de proportionnelle, c'est une dose de démocratie. Ce qu'il faut, c'est la proportionnelle intégrale, éventuellement avec une prime majoritaire pour assurer une stabilité parlementaire et gouvernementale, éviter de tomber dans les écueils. Est-ce que ce n'est pas déjà un bon début? On parle de 10 à 25% de proportionnelle. Non, mais c'est très insuffisant. De ce que j'ai vu, d'ailleurs, leur projet, ce serait 5 ou 10%. C'est-à-dire des miettes, c'est dérisoire. C'est pas du tout à la hauteur de ce que doit être une grande démocratie. Dans la plupart des pays européens, on nous bassine toujours avec ce que font nos voisins, qu'on observe ce que font les voisins. La plupart des pays ont la soutiendrez pas cette révision constitutionnelle? Écoutez, on attendra de voir précisément mesure par mesure ce qu'elle contient. On n'est pas dans une opposition de principe systématique, mais en tout cas une dose très réduite de proportionnelle, c'est très insuffisant. L'Italie est dans l'impasse après les législatives. Ces législatives italiennes ont montré un succès des partis de droite, d'extrême droite et populistes. À quoi attribuez-vous ce résultat, même si j'imagine il vous satisfait? D'abord, c'est un très bon résultat des nationaux. C'est pas des populistes d'extrême droite, comme vous pouvez le dire. Notre allié, Matteo Salvini, et la Lega ont obtenu une double victoire hier pour ces élections italiennes. D'abord, avec la coalition qu'ils ont formée avec Fratelli d'Italia et Forza Italia, ils arrivent en tête. Et ensuite, à l'intérieur de cette coalition, la Lega, qui a changé de dimension en ayant une présence généralisée sur tout le territoire italien, arrive également en tête. Donc c'est ce qui les rend légitimes à prétendre à la constitution d'une future coalition gouvernementale. Ça montre aussi qu'en Italie, comme ailleurs, comme en Autriche, comme dans beaucoup d'autres pays d'Europe, il y a aujourd'hui une aspiration très profonde à défendre les peuples, à protéger les peuples et à en finir avec l'Union européenne et ses dérives. Quand on regarde le vote des Italiens, entre les résultats obtenus par la Lega, par Fratelli d'Italia et par le mouvement 5 étoiles, on voit qu'il y a entre 60 et 70% des Italiens qui finalement rejettent une Union européenne antidémocratique dans son fonctionnement et dans les orientations sont aujourd'hui reconnues par tous comme désastreuses. Matteo Salvini pourrait être invité à votre congrès ou pas? Matteo Salvini est un allié, vous savez qu'il est député européen actuellement, même s'il va sans doute nous quitter pour être, je le souhaite, à la présidence du Conseil italien, mais ce sont évidemment des alliés avec lesquels on travaille au quotidien. Donc il ne sera pas présent physiquement au Congrès parce qu'il a évidemment il a un agenda très chargé en Italie ces prochains jours, ces prochaines semaines, mais de même que les Autrichiens du FPE et un certain nombre d'autres, on a 9 nationalités dans le groupe, il fait évidemment partie de nos alliés parce qu'on partage une même vision d'une Europe des nations et des coopérations
tout à fait à l'opposé de l'Union européenne qui a organisé l'immigration massive, la suppression de toutes les protections, la Est-ce que concurrence cette poussée de la Nathalie droite aux élections en Italie augure des résultats des européennes qui auront lieu donc dans un petit peu plus d'1 an? Je crois que ça correspond en tout cas partout en Europe, partout sur le continent, à des peuples qui se lèvent et qui veulent en finir avec les échecs finalement d'une Union européenne qui a organisé l'impuissance collective de nos nations. L'Europe des nations que nous défendons, c'est la seule véritable Europe. C'est une Europe qui respecte les peuples, leurs spécificités et qui peut leur redonner de la puissance, de la prospérité, de leur sécurité, défendre leur identité. C'est une réalité en Italie, c'est une réalité en Autriche, c'est en Hongrie, en Pologne. En France, nous avons obtenu aussi des résultats spectaculaires en étant au second tour de la présidentielle avec 11 millions de voix pour Marine Le Pen. Mais c'est suivi par des législatives très décevantes pour vous. Donc est-ce que pour vous, les européennes, c'est vraiment un objectif important? C'est évidemment un objectif central. C'est l'élection à la prochaine échéance qui aura lieu dans maintenant un peu plus d'1 an. Et ça peut être l'occasion d'un vrai débat de fond clarifié à la suite de la recomposition politique qui a eu lieu dans notre pays. Ces européennes, il vous faudra une tête de liste. Marine Le Pen a exclu de l'être. Est-ce que vous serez cette tête de liste? Aujourd'hui, nous travaillons sur le projet. Moi, je suis coprésident de notre groupe au Parlement européen. Vous êtes déjà en campagne, on dirait. On travaille, non, c'est évidemment la prochaine échéance, donc on en parle et c'est normal. On travaille sur notre projet pour rassembler partout en Europe ceux qui partagent notre vision d'une Europe des nations et rassembler en France autour du Front National. Alors avec qui écoutez, il y en a beaucoup. Nicolas Dupont-Aignan, nous avons travaillé avec lui déjà à la présidentielle. Il peut y avoir aussi des personnalités qui aujourd'hui sont chez les Républicains, mais sont plus en phase avec ce que nous défendons. Par exemple, vous parlez avec qui? Non, mais je ne veux pas citer telle ou telle personnalité. Il y a des discussions qui sont en cours, mais c'est un point important. Les Républicains, au-delà des coups de menton de Laurent Wauquiez à Paris, eh bien, quand au Parlement européen, ils votent les traités de libre-échange qui organisent la concurrence déloyale. Ils votent la répartition des migrants, c'est-à-dire le fait d'avoir l'immigration clandestine qui s'ajoute à l'immigration légale. Donc, il y en a beaucoup, je pense, parmi les électeurs, mais peut-être aussi parmi les élus de ce parti. Il y a des élus qui viennent vous voir. Il y a des discussions et j'espère que nous pourrons faire un large rassemblement de tous ceux qui croient dans la nation face à ceux qui veulent accélérer le fédéralisme. Ce ne sera pas forcément Front National. Écoutez, je crois qu'il faut rien s'interdire à ce stade. Et surtout, il faut d'abord poser les bases. Un projet clair, ensuite le rassemblement, et viendra ensuite la question des candidatures. Aujourd'hui, aucun parti, d'ailleurs, n'a encore désigné sa tête de liste. Je ne pense pas que vous connaissiez la tête de liste d'En Marche ou des Républicains. Samedi et dimanche aura lieu à Lille le congrès du Front National. Le point important de ce congrès, c'est non seulement que Marine Le Pen sera réélue, puisqu'elle est la seule candidate, mais aussi les militants vont connaître le nouveau nom du Front National. Question simple, est-ce que vous le connaissez, ce nom? Il y a des discussions qui sont en cours. Marine Le Pen proposera dimanche à Lille un nouveau nom pour le Front National, mais ce sont les adhérents ensuite qui décideront sous la forme d'un vote. Vous le connaissez? Non, mais la question n'est pas là. Ce nom est gardé confidentiel et Marine Le Pen Est-ce qu'il vous plaît, ce nom, au moins l'annoncera dimanche. Ce sera une proposition qu'elle fait en tant que présidente du Front National, avec la légitimité de la présidente réélue qu'elle sera dimanche. Et ensuite, ce sont les adhérents qui prendront cette décision. Mais Jean-Marie Le Pen dit que changer le nom du parti, ce sera un suicide politique. Jean-Marie Le Pen a tendance à critiquer toutes les initiatives qui sont prises, mais les initiatives qui ont été prises ces 4 ou 5 dernières années, elles ont permis au Front National de se développer et de croître. Ce changement de nom, ça peut être l'aboutissement en quelque sorte de ce processus de refondation. Un Front National qui a changé de dimension, qui s'ouvre, qui permet de rassembler encore plus largement, avec un objectif très clair. On a déjà obtenu 34% des voix à la présidentielle. Le but, ce sera de obtenir 50% qui veut se tourner vers l'avenir. Est-ce que l'avenir du Front ans. National, c'est encore Marine Le Pen? Oui, incontestablement. Vous savez, je sais qu'il y a une espèce de bruit médiatique qui consiste à dire qu'elle sera en difficulté. Mais la réalité, c'est qu'elle était finaliste de la présidentielle. Il y a des partis qui sont en crise dans notre pays. Le Parti socialiste, à 6% des voix à la présidentielle, il est en crise. Les Républicains, à 12% d'intention de vote au dernier sondage sur les élections européennes, est en crise. Le Front National, lui, il n'est pas en crise. Il est l'opposition centrale à Emmanuel Macron, avec l'objectif de constituer demain un pôle majoritaire. Enfin, il y a quand même des affaires au Front National en ce moment, plusieurs fonds judiciaires. Comment vous allez vous en sortir de ce côté-là? Écoutez, je crois qu'on a déjà tout dit sur ces affaires. Ça relève de la persécution dont nous sommes l'objet. Et nous avons toujours dit, et c'est vrai... Ça, c'est votre credo depuis le début, persécution... Oui, mais c'est la vérité. Il y a un certain nombre de mises en cause auxquelles nous avons répondu. C'est plus que des on mises a en cause, respecté ce sont la des loi. mises en examen, Nicolas B. Marine Le Pen est mise en examen pour la diffusion en 2015 de photos d'exaction du groupe État islamique sur Twitter. Elle est également mise en examen dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires du Front National. Elle bénéficie de la présomption d'innocence. Et peut continuer à diriger le parti. Non, mais la présomption d'innocence existe dans notre pays, heureusement. Et s'agissant des images de Daesh... Vous avez confiance en la justice ou pas? Il est évident, il faut être d'une malhonnêteté absolue pour considérer que Marine Le Pen aurait voulu faire l'apologie de Daesh.
Daesh. C'est évidemment une dénonciation de Daesh et elle est évidemment dans son rôle. Nicolas, mais vous avez confiance dans la justice ou pas? J'ai à la fois la confiance dans le principe de la justice et des doutes sérieux sur l'indépendance de la justice.